Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode beaucoup demandé en commentaire, en DM, etc. Aujourd'hui, on va parler de l'entreprise United Healthcare, UNH le ticker. L'entreprise a fait beaucoup parler d'elle parce qu'elle a fortement corrigé suite aux résultats du premier trimestre. On va donc regarder déjà ce que fait l'entreprise, pourquoi cette baisse a eu lieu, et ensuite on ira voir tous les chiffres et on essaiera de voir la valorisation. Est-ce que le titre pourrait m'intéresser? Et pour les membres de formation et du programme et aussi dans la communauté, pour info, nouvelles, vidéos disponibles que j'ai postées. On parle, notamment des résultats à venir, des prix d'achat que j'ai mis à jour. On a fait une analyse assez poussée sur, Coinbase, sur le quantitatif et aussi les ordres que j'ai passés hier. Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre aussi bien dans le programme que dans la communauté, vous avez les liens en description et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints d'ailleurs cette semaine. Évidemment aussi, comme d'habitude, il s'agit d'un cas de conseil en investissement. Je vous partage ce que je découvre sur une entreprise, mes chiffres, ma vision des choses, mais chacun prendra ses propres décisions, c'est votre argent au final. Donc, UNH, le titre a très fortement corrigé suite aux résultats du premier trimestre 2025 qu'on ira regarder ensemble. Je vais aller chercher directement les documents sur le site destiné aux investisseurs et ce qui s'était dit. À savoir que le titre sur 5 ans, eh bien, il est à moins 6%. On ira regarder après avec les dividendes réinvestis puisque l'entreprise paye un dividende et aussi elle rachète des actions. Et on aura bientôt certainement à nouveau de la volatilité sur le titre, puisqu'ils vont publier mardi prochain, dans une semaine, le 29 juillet. Donc que s'est-il passé sur le titre et qu'est-ce que fait l'entreprise? Déjà, rapidement, c'est un leader en assurance santé et en services de santé, notamment aux États-Unis. Ils offrent des assurances, mais aussi des soins, et ça, on en reparlera plus tard, parce que ce n'est pas qu'une assurance. Et d'ailleurs, quand je vais aux États-Unis, j'en avais parlé, et effectivement, ils ont énormément de cliniques, d'employés, etc. C'est bien au-delà d'une assurance. Ils ont 440 000 employés et plus de 150 millions de clients. Donc vous voyez, très grosse entreprise. Il y a eu pas mal d'événements qui font que le titre a baissé. Tout d'abord, le premier trimestre 2025 qui avait été publié, c'était vraiment pas top les chiffres et surtout il y avait eu des révisions à la baisse et des commentaires qui ont fait quand même peur. Et donc ça, c'était la première chute au niveau de ma souris ici, comme vous le voyez au niveau de mon pointeur rouge. Ensuite, quelques semaines plus tard, le nouveau PDG a démissionné, ce qui a encore fait baisser le titre. Et depuis, on voit qu'il se balade globalement autour des 280-320 $, alors qu'il était à 600. Donc, on a fait en gros un moins 50% en un mois. Et depuis, le titre se balade, comme je vous le disais, sur cette zone entre 280 et 320 $. Il y a eu aussi des actions en justice menées par le département de justice aux États-Unis. Il y a eu des accusations diverses et variées de corruption, les hôpitaux partenaires ne voulant plus travailler avec UNH, etc. Donc beaucoup de bruit et de peur autour de cette action. Ce qui a commencé, la baisse, donc en avril, le 17 avril 2025, donc c'était la première grosse jambe baissière que vous avez ici. C'est, la direction qui nous dit que, ben, simplement, ils n'ont pas, performé, comme prévu, qu'il y a des challenges et par contre, quand même, ils nous disent que sur le long terme, ils vont, conserver la croissance. Mais donc voilà, il y a eu des grosses peurs, sur la performance du titre. Si on regarde rapidement un petit peu, les chiffres ensemble, je vais juste aller regarder avec vous. Je voulais vous montrer qu'effectivement, une grosse partie de leur business, comme vous l'avez ici, attendez, je vais zoomer un petit peu, eh bien, en fait, c'est les primes d'assurance qui touchent. Par contre, derrière, eh ben, ces primes d'assurance, évidemment, qu'il y a des coûts pour les soins, puisqu'il y a des personnes qui en ont besoin. Et donc là, vous avez les dépenses en assurance. Et de façon générale, on va en reparler. Mais c'est une raison qui fait que j'aime pas trop les assurances, et j'en reparlerai en conclusion. C'est pas le genre de business qui me plaît énormément, où on récolte des primes et entre guillemets, ben, il y a beaucoup de risques d'un point de vue légal et puis aussi de façon générale quand on est dans la santé et en plus dans l'assurance. Les marges peuvent jamais être très élevées parce que si on monte trop les prix, eh bien la concurrence va nous prendre des clients et si on monte pas, les prix assez, eh bien on se retrouve avec trop de claims et donc en fait après on a des loss claims et on se retrouve à pouvoir perdre de l'argent dans certains cas et au final c'est des business qui ont des marges qui sont pas non plus phénoménales. En tout cas le potentiel de marge est pas énorme. C'est pour ça que j'ai jamais été trop fan de ces business au-delà de l'aspect aussi éthique. C'est toute une autre histoire, mais bref, j'aime pas trop les assurances au départ, mais on va voir, hein, selon la valorisation, à un moment, il faut pas non plus, avoir des a priori. Si la valorisation est complètement massacrée, il y a peut-être quelque chose à faire. Je voulais vous montrer qu'il y a de la dette. On ira voir plus tard comment ils arrivent à la gérer d'un point de vue des cash flows. Ils sont en flux de trésorerie disponible positif, vous l'avez ici, caché sur les opérations et les capex. Et ils rachètent beaucoup d'actions et ils payent du dividende. D'ailleurs, si on additionne rachat d'actions et dividendes, on doit être globalement très proche des flux de trésorerie disponibles. Donc j'ai l'impression qu'en fait, tout le cash doit être utilisé pour du dividende et du rachat d'actions.
Maintenant, donc voilà, comme je vous le disais, je le précisais, la majorité du chiffre d'affaires vient des primes d'assurance, certes, mais c'est moins pire que d'autres assurances, en tout cas d'un point de vue qualitatif pour moi, parce qu'on a quand même beaucoup de personnel en physique, des cliniques, et cetera. Et donc derrière, on est quand même sur une entreprise qui n'est pas qu'une simple assurance, mais qui, une fois qu'elle a vendu des assurances, va aussi aller soigner les gens, a beaucoup d'employés, des cliniques, de l'immobilier, et cetera. Ensuite, au niveau du titre, il y a eu énormément de négativité. Et là, évidemment, il faudra mener son analyse qualitative pour estimer si on a des vrais risques ou pas. Chacun aura à se faire sa propre opinion avant d'investir. Il y a eu beaucoup de nouvelles négatives. Et comme je vous le disais, personnellement, comme vous le savez, je ne suis pas fan des business d'assurance. Je l'ai souvent évoqué. Mais bon, déjà, vu le nombre de messages que j'ai reçus et vu quand même la dégringolade en bourse, il y a peut-être un truc à jouer. Et si la valorisation est vraiment trop basse, peut-être qu'on a ce qu'on appelle un turnaround play. C'est le concept qui a été popularisé par Peter Lynch dans One Up on Wall Street, un livre que je recommande. Et donc, bah, à un moment, si la valorisation est pertinente, pourquoi pas quand même y aller, sachant que c'est dans les assurances certainement pas celle que je critiquerai le plus, justement parce qu'ils ont aussi des cliniques, des hôpitaux, ils soignent les gens, et il y a un moment, il y a 150 millions de clients et plus de 400 000 employés. Donc, on est au-delà d'une assurance sur un vrai système de santé qui est nécessaire à un moment. Donc voilà pour la partie qualitative, on va maintenant passer aux chiffres. Alors, on attaque comme d'habitude en haut du compte de résultat notre chiffre d'affaires. Sur 10 ans, là, en composé, on a fait plus de 11% de croissance par an. Bravo, c'est pas du tout négligeable. Je vais aller voir de suite les marges avec vous, voir que cette croissance ait bien été suivie par des marges. Alors, comme on se le disait, assurance égale marge faible. Enfin, faible. Médiane historique à un peu plus de 5%, donc on n'est pas non plus à 1%, voire en négatif. Mais de façon générale, c'est des business qui vont générer des marges assez faibles. Et si on va voir les flux de trésorerie de la même façon, vous voyez, on était sur combien 410 milliards de chiffre d'affaires pour un free cash flow de 24 milliards. Ce qui nous fait des marges, pareil, c'est largement sous les 10%. Je vous laisserai le faire à la calculette. Mais donc voilà. Maintenant, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'ils font de ce cash? Parce que, vous savez, il y a des business, j'en parle souvent. Là, on est quand même sur des gros chiffres d'affaires, 400 milliards. Donc, même si les marges sont faibles, on brasse beaucoup d'argent. Et donc, cet argent, si on le distribue et ou qu'on le réinvestit, on peut quand même faire des belles choses sur le long terme. Et en parlant de distribution, on a dit qu'ils payaient un dividende. Il est là. Ils rachètent massivement des actions. Par contre, ils ont levé de la dette, a priori. Ok. Alors attendez, on va enlever le chiffre d'affaires. Je vous fais ça un petit peu en direct, puisque bah, de toute façon, je fais de plus en plus ça. Je sais que c'est pas quelque chose qui gêne, bien au contraire. Le flux trésorerie disponible, globalement, nous couvre le rachat d'actions et le dividende récemment. Ce n'était pas le cas en 2024. Là, il y a eu quelques trimestres difficiles, mais sur le long terme, la tendance est là. Donc voilà, je vais leur pardonner un ou deux trimestres où il y a eu une petite difficulté. Du moment que sur le long terme, on est capable de le faire, c'est bon. De payer tout ça, je veux dire. Dette long terme, on va se la mettre. Cash et cash équivalent. Et si on regarde, comme on le disait, l'entreprise est quand même endettée. La dette a tendance à monter sur le long terme. Après, si on ne payait plus de dividendes et si on rachetait plus d'actions, ce qui a priori ne va pas être le cas parce que les gens sont un petit peu investis sur l'entreprise pour ça, à mon avis. Mais si on arrêtait de le faire, il faudrait 3 ans pour rembourser la dette. Après, voir où est partie cette dette, hein. Si c'est pour acheter des hôpitaux, des bâtiments, pour faire croître le business, c'est pas non plus quelque chose qui va de trop m'embêter du moment qu'elle vient pas non plus à mettre 15 ou 20 ans à pouvoir être remboursée si on venait avoir des difficultés. Ça se calcule comme je viens de le faire là en direct. Mais voilà, il y a un moment, si on veut faire croître le chiffre d'affaires, on est quand même sur un business qui va être assez gourmand en capital. Dans ce cas précis de cette entreprise précise qui a des cliniques, etc. Si on était sur des business pure assurance qui ensuite déléguaient tous les soins, il y aurait beaucoup moins de CAPEX. Mais dans le cas de cette entreprise, on a quand même des CAPEX, hein. Si vous regardez, là, on dépense entre 3 et 4 milliards en 12 mois glissants dans des plant properties and equipment. Donc bah là, typiquement, ça va être de l'hôpital, du matériel pour les hôpitaux, etc. Et on est sur des bénéfices, on avait dit de combien on était dans les ordres de 5% dans les 22 milliards et un free cash flow autour des 24 milliards. Donc on dépense quand même en CAPEX, en pourcentage. Donc à la louche, 3-4 milliards de CAPEX pour 22 milliards de bénéfices et free cash flow, on avait dit combien 24. Ouais, on doit être autour de 15% réinvesti en CAPEX, donc c'est bien quand même, c'est une bonne chose.
On va aller voir le dividende et ensuite les valos. Alors, le dividende, le titre paye plus de 3% actuellement, tout simplement parce que l'action s'est écroulée. Donc le rendement a explosé, c'est logique, puisque pour l'instant, ils n'ont pas coupé le dividende. Le dividende, il nous l'augmente dans le temps. Là, depuis 10 ans, composé de plus de 16% par an. Ils sont capables de le payer, on le disait. Et là, on le retrouve ici avec le taux de distribution des flux de trésor. Et l'entreprise, elle est revenue en ligne avec la performance du S&P 500 là, sur 10 ans. Elle faisait beaucoup mieux, mais elle s'est écroulée. Et la grosse question qu'on va se poser maintenant, c'est est-ce qu'elle s'est écroulée et qu'on est sur des valos vraiment massacrés, ou est-ce qu'il y a eu un emballement et est-ce que l'entreprise serait juste revenue en fait à la réalité des fondamentaux? On va le regarder ça ensemble. Et juste avant de les regarder, les valos, pour information, je dirais que globalement, business qui a de la croissance, heu, qui est utile à un moment, puisque, ben, il va bien falloir que les gens s'assurent et se fassent soigner, qui génère du cash. Oui, il y a une difficulté court terme, il y a eu, des choses annoncées par la direction, un petit ralentissement de la croissance et en même temps, si les valorisations étaient élevées, dès qu'on ralentit la croissance, forcément ça fait corriger et puis on a eu des peurs aussi, comme on le disait, toute la négativité là, tous les points que je vous ai cités, forcément ça a pas aidé. Alors on va se visualiser, les valorisations ici. On va d'abord aller voir le prix par rapport au chiffre d'affaires, pour pas qu'il soit compressé par les autres, pour que ce soit, possible à lire. OK, la médiane historique est à 1,14 et la courbe, vous la voyez, l'entreprise s'échange sur, des plus bas historiques, sur 10 ans. Donc effectivement, la valorisation a été massacrée et avant la baisse, elle était beaucoup plus haute. Maintenant, si on va voir le PER et le prix par rapport au flux de trésor, donc le prix par rapport aux bénéfices et le prix par rapport au free cash flow, eh bien, c'est la même tendance. L'entreprise, elle s'est changée cher il y a encore peu et aujourd'hui, on est vraiment sous les médianes, hein. La médiane, sur le PER, elle est à 21,40. Aujourd'hui, on paye 11,58 et la médiane sur les flux de trésor, prix par rapport aux flux de trésor, on était à plus de 16. Aujourd'hui, on est à 10 et évidemment, et ça, je le répéterai jamais assez, tout ce que fait un ratio de prix, c'est il regarde ce que paye le marché aujourd'hui par rapport à ce qu'il faisait avant. Maintenant, ça suffit pas parce que si l'entreprise va aller en déclin, eh bien, on peut la payer aussi peu cher qu'on veut, l'entreprise, mais si ça va mal aller plus tard, eh bien, peut-être que la valorisation, il y a une bonne raison qu'elle soit aussi basse. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien me projeter, aller estimer où on sera dans 5 ans sur ben, les chiffres d'affaires, les marges, aussi bien dans le compte de résultats que dans les flux de trésor, réactualiser dans le présent avec un retour sur investissement minimum qu'on souhaite faire, le discount rate, et essayer de voir combien elle a payé aujourd'hui. Ça, c'est vraiment le travail que doit faire l'investisseur. C'est un travail que je vais peut-être faire après avoir digéré le dossier. Si je suis intéressé, évidemment, je ferai ce travail avant d'acheter. Mais il n'empêche que sur le papier, effectivement, elle ne se paye pas cher actuellement. Ce qui nous amène à ma conclusion. Donc, on est sur une entreprise que le marché valorise actuellement clairement sous les médianes historiques. On est dans une période difficile. Maintenant, est-ce que c'est difficile, parce qu'il y a eu beaucoup de peur et beaucoup d'effets d'annonce ou est-ce qu'il y a vraiment des difficultés qui vont venir? Et dans ce cas-là, on serait simplement peut-être sur un retour à la réalité après que les valorisations se soient quand même bien appréciées comme on le voyait, auparavant. L'entreprise, elle est, plus intéressante clairement après la baisse que sur les niveaux où on était, là au-delà des 600 dollars. Je vois pas du tout le business en mort imminente et honnêtement, à long terme, ben, et là, ce que je vous dis, c'est très personnel, chacun fera son analyse qualitative, je suis pas inquiet et j'entends ici sur le moyen terme, sur le très long terme, impossible à dire. Mais, sur un moyen terme, on n'est pas que sur une assurance. On a, des hôpitaux, des employés, il faut soigner les personnes et cetera, donc on a des difficultés certes, mais on a un business solide derrière et honnêtement, c'est tentant quand je vois les valorisations, je vous le cache pas. C'est pas trop mon style d'investissement, mais les valorisations, à un moment, si elles sont, trop compressées, qu'on est sur un turnaround play, que le marché est juste trop négatif et si un investisseur vient invalider aussi bien la partie qualitative que quantitative, ça ne me choque pas. Moi, sur le qualitatif, je vois beaucoup de choses qui, me plaisent, non pas parce que je suis un grand fan des assurances, bien au contraire, vous avez vu, marche faible et cetera. Beaucoup de risques, liés, à la communication, à la politique, à la santé. Mais il y a un moment, la valorisation me fait quand même aimer ce que je vois. Et le quantitatif, là, c'est bien, on a regardé les chiffres, on a dérisqué pas mal de trucs, il y a quand même de la dette, mais du moment qu'ils arrivent à la gérer sur le long terme, OK. Ils n'ont pas de problème de flux de trésorerie, ils distribuent, ils rachètent des actions, ce qui va aussi artificiellement soutenir le titre.
Maintenant, il faut projeter pour savoir si la croissance va continuer, si les marges vont tenir et puis réactualiser dans le présent pour savoir combien elle a payé et ça, c'est un travail certainement, auquel je vais, m'atteler. On se fera certainement une session, de travail et à voir combien elle a payé. C'est une entreprise, à dividende croissant, qui fait des rachats d'actions, qui est rentable, qui a une croissance historiquement qui est présente. On est à plus de 11% de croissance sur ce chiffre d'affaires là, en haut du compte de résultat sur 10 ans composés. Je pense qu'on a vu un emballement sur le court terme, ça se voit sur les valorisations. On était à combien à un moment? Vous voyez, ça se payait, même début 2025, encore 36 fois les bénéfices et plus de 40 fois les flux de trésor. Et regardez là, sur 10 ans, on était, si vous suivez ma souris, on était vraiment sur des points hauts. Donc le titre s'était certainement emballé. Et on a aussi un petit peu, je pense, un retour à la réalité. Beau dossier si on aime l'assurance. Je comprends pourquoi j'ai reçu autant de messages dessus. C'est un très bel acteur de la santé, une très grosse entreprise qui d'ailleurs est représenté de façon assez conséquente, notamment au S&P 500. Alors c'est un petit peu moins représenté depuis la baisse évidemment, puisque le cours de l'action a été divisé par deux, mais ça reste une grosse boîte. D'ailleurs, vous avez vu le chiffre d'affaires, 410 milliards, on n'est pas sur une petite entreprise non plus. Et donc voilà, franchement, les valorisations ne me choquent pas du tout. C'est très tentant. J'ai découvert l'entreprise aujourd'hui, là j'y ai passé une grosse partie de la journée à la préparer, cette vidéo. Et maintenant, première étape de valider, c'est ce que je fais souvent je travaille comme ça d'ailleurs et j'en parlais beaucoup, dans le school, dans la communauté. Avant de passer des heures et des heures à écouter les conférences destinées aux investisseurs, à sortir mes fichiers Excel, à faire mes projections et cetera, je fais, toujours d'abord un premier débrief comme ça d'une entreprise. Ce que je vois, ce qui s'est passé, quels sont les chiffres, j'en fais une vidéo YouTube et généralement ça me permet d'arriver à une première conclusion qui est, est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que je vais plus loin dans mon travail ou est-ce que j'élimine totalement? Il faut partager cette recherche. Elle permet, aussi d'avoir, vos avis, vos retours et moi plus tard, je vais aller faire des sessions de travail que je vais, d'ailleurs poster dans la communauté pour ceux que ça intéresse et ensuite une fois que j'ai fini mon travail complet, je prends généralement une décision et j'en refais une vidéo YouTube et cetera. Mais c'est vrai que j'ai un processus de décision qui est assez long, et au final jusqu'à maintenant, ça a payé. Je ne vais pas me plaindre du tout vu la performance, du portefeuille et cetera qu'on partage aussi dans la communauté d'ailleurs et je vais continuer à travailler comme ça. Prendre mon temps, vous voyez, faut pas non plus, s'exciter dans le sens que ça fait plus d'un mois que je reçois des messages. Au final, en un mois, il s'est pas passé grand-chose donc des fois en bourse, la patience, c'est important et on en parlait l'autre jour dans une vidéo, qu'on faisait ensemble, une session de travail où, je citais, Blaise Pascal qui disait que tout le malheur des hommes, est de pas savoir rester immobile, dans une chambre. Quelque chose comme ça, hein, je paraphrase. Mais parfois, être patient en bourse, ne pas précipiter les choses, prendre son temps, ça peut payer. Parce que je pense que j'ai largement encore du temps devant moi pour mener mon analyse. Et si je rate cette entreprise et qu'elle repart à la hausse d'un coup, il y aura d'autres dossiers intéressants. C'est mon argent que j'investis, donc je prends mon temps pour bien mener mes analyses. Je ne sais pas pourquoi je vous ai fait cette tangente en fin de vidéo, j'avais envie de dire ça. Je vous souhaite une excellente journée en tout cas. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Très beau dossier, je comprends qu'il intéresse. Et voilà pour ma conclusion. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.